Monsieur O'Toole, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci pour l'opportunité. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, on voit depuis le début de cette campagne que vous voulez vraiment recentrer le Parti conservateur. Vous avez notamment présenté un plan sur l'environnement, mais, parce qu'il y a un mais la plupart de vos militants n'ont pas voulu reconnaître l'existence même des changements climatiques en mars dernier. Donc, comment est-ce que les Canadiens peuvent vous faire confiance, que vous êtes sérieux sur cet enjeu de l'environnement maintenant? Je suis un nouveau chef avec une nouvelle approche et les changements climatiques est un enjeu important pour moi comme un politicien, mais comme un père de famille aussi. Et c'est pourquoi, en avril, j'ai lancé notre politique sur les changements climatiques. On va atteindre nos objectifs de Paris tout en protégeant les emplois et on a un plan pour une relance économique aussi. Mais les changements climatiques, l'environnement sont importants pour notre parti et je vais travailler très fort sur le changement climatique. Est-ce que ça veut dire que tous vos candidats croient en l'existence des changements climatiques, même des candidats comme Cheryl Gallant, qui a propagé les théories du complot sur le climat? Tous nos candidats sont en accord avec notre plan. Au début de la campagne, j'ai lancé notre plan pour le rétablissement du Canada avec notre politique sur le changement climatique. On doit atteindre nos objectifs, c'est important pour notre parti, et d'avoir une relance économique après la pandémie aussi. C'est possible d'avoir les deux, et je vais travailler très fort sur tous nos politiques. C'est le temps pour un plan d'action sur les emplois et sur l'environnement aussi. Est-ce que ça veut dire que tous les candidats qui ne seraient pas prêts à accepter ce plan seraient exclus de votre caucus éventuellement? Non, tout le monde sont en accord avec notre plan. Je suis fier de notre plan. On a lancé au début de la campagne. On va avoir 5 piliers, les emplois, une loi anticorruption, la santé mentale, un plan d'être plus prêt pour les pandémies et un plan d'équilibrer le budget. Et les changements climatiques est une priorité pour moi, comme j'ai dit, et on doit agir sur les priorités. Alors, parlons de ce plan. Vous dites que vous allez respecter les cibles de l'accord de Paris, réduction de 30 % des émissions de gaz à effet de serre. Mais les nouvelles cibles internationales du Canada, c'est 40 à 45 %. Si vous devenez premier ministre, est-ce que vous allez respecter ces nouvelles cibles canadiennes? On a un plan d'atteindre nos objectifs de Paris et on doit faire ça. M. Trudeau a manqué ses objectifs chaque année comme Premier ministre. C'est inacceptable. Les Canadiens, les Québécois méritent un plan réel. On doit réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en respectant une relance économique après la pandémie. Et on va travailler avec les provinces sur ça. On a beaucoup de détails dans notre plateforme sur l'environnement, le changement climatique. Comme j'ai dit, je vais travailler avec les provinces pour nos objectifs. Mais est-ce que c'est 30 ou est-ce que c'est 40 ou 45? 30 maintenant, parce qu'on doit atteindre nos objectifs. Et c'est la même chose pour nos alliés aussi. Il y a beaucoup d'ambition, mais pas un plan concret. J'ai lancé un plan concret. J'ai travaillé en étroite collaboration avec les consultants verts d'avoir un plan réel. Et c'est important pour notre parti de rétablir la confiance des Canadiens, des Québécois dans notre approche. Et comme j'ai dit, je suis un nouveau chef avec une nouvelle approche et j'ai travaillé dans le secteur privé sur les enjeux environnementaux aussi. Et c'est important pour moi personnellement. Oui, mais sauf que, est-ce que c'est suffisant? Parce que les États-Unis, par exemple, c'est 50-52 % de réduction. Le Royaume-Uni, 78 % Le Canada est vraiment en retard là-dessus. Alors, est-ce qu'il ne faut pas augmenter et faire preuve d'un peu d'ambition à ce niveau-là? On va voir les résultats avec nos alliés et on a une opportunité d'améliorer nos relations avec les États-Unis et de travailler en partenariat, comme M. Mulroney a fait déjà. Donc, on doit travailler avec un plan concret canadien et c'est important d'avoir une relance économique parce qu'avec une économie forte, c'est possible de lutter contre le changement climatique, les inégalités, la réconciliation. On doit avoir une relance à travers le pays. Parce que même pour la taxe sur le carbone, cette fois-ci, vous reconnaissez maintenant que c'est un bon outil pour essayer de réduire les émissions, mais vous la plafonnez
à une taxe de 50 $ pour les particuliers. Est-ce que ce n'est pas seulement symbolique? Parce qu'au fond, ça va coûter moins cher de polluer avec un gouvernement conservateur. On a un prix sur le carbone et c'était un changement pour notre parti, bien sûr, mais c'est très important pour notre plan d'atteindre nos objectifs. Et tous les Canadiens et Canadiennes, avec notre plan, vont comprendre leur empreinte carbone. Et on doit travailler ensemble, les familles, les fermes, les entreprises et les grands émetteurs aussi. Et on a un plan avec beaucoup des idées sur le changement climatique et c'est important pour notre parti d'atteindre nos objectifs. Combien de nouveaux pipelines vous voulez construire au Canada, M. O'Toole, pour exporter le pétrole de l'Alberta? Les emplois en Alberta sont importants. Il y a une crise de confiance dans notre pays maintenant, après 6 ans de M. Trudeau. Et on doit rétablir la confiance dans l'Ouest. Trans Mountain est un oléoduc très important. Ça va de l'avant avec vous? Oui, et Northern Gateway aussi, c'était un autre exemple d'un partenariat avec les Premières Nations là-bas, mais M. Trudeau a annulé sans consultation avec les Premières Nations. Ce n'est pas un exemple. Combien de nouveaux pipelines vous voudriez construire? Le Northern Gateway est un gazoduc, oléoduc important, mais les deux sont suffisants. Parce qu'on voit quand même que dans votre plan, que vous voulez encore développer cette industrie pétrolière. Il n'y a pas question, on fait comme si de rien n'était, on continue malgré les feux de forêt, malgré tout ce qu'on a vu cet été, les canicules. Il faut aller de l'avant, vous dites, avec l'industrie pétrolière. On doit agir sur le changement climatique tout en respectant l'économie. Et les familles canadiennes dans l'Ouest, au Québec, méritent une relance économique et on doit réduire nos émissions. Et je vais travailler avec les grands émetteurs en Alberta, dans les autres industries, pour un plan d'être carbone neutre par 2050. C'est très important pour notre pays. Est-ce que vous pourriez imposer un pipeline comme celui d'Énergie-Est, par exemple, au Québec? Parce que quand vous étiez dans la course à la direction du parti, vous vouliez un projet de loi qui autoriserait le fédéral à imposer les pipelines partout au Canada. Est-ce qu'on pourrait voir un autre pipeline passer au Québec? Les oléoducs dans l'Ouest, comme Trans Mountain et Northern Gateway, sont importants. C'est mes priorités. Et on doit rétablir la confiance des Canadiens dans l'Ouest, dans notre pays. Après 6 ans de M. Trudeau, il y a plus de division dans notre pays et on doit travailler ensemble pour une relance économique. Et c'est pourquoi je vais respecter les champs des compétences des provinces et leur bien-être comme une économie. Et je suis fier de nos secteurs de ressources naturelles dans l'Ouest, le bois d'œuvre ici au Québec, les mines aussi. Nous sommes plus verts que tous les autres pays dans le monde. Vraiment. Et on doit travailler en étroite collaboration avec les entrepreneurs, les entreprises pour réduire les émissions et avoir une relance économique. Donc, pour que ce soit clair, est-ce que vous nous garantissez qu'il n'y en aura pas ou vous n'excluez pas qu'il y en ait un? On va cibler sur Trans Mountain et Northern Gateway seulement. Donc, il n'y en aura pas au Québec? Oui, on doit travailler en partenariat avec les provinces. J'ai beaucoup de respect pour le Premier ministre Legault. On a eu des réunions, on a parlé sur la langue, la culture québécoise. On doit travailler ensemble sur une relance économique et les priorités en commun. Mais s'il y avait un projet, bien, je reprends la balle au bon, s'il y avait un projet, M. O'Toole, d'un pipeline vers le Québec, est-ce que vous pourriez l'imposer? C'est ça la question. Non, je vais travailler avec les provinces, incluant M. Legault. On doit travailler ensemble après 6 ans de division, donc, comme j'ai dit. Si une province comme le Québec ne veut pas de pipeline, il n'y aurait pas de pipeline? Non, parce qu'on a des pipelines déjà dans l'Ouest. Vous avez, ça m'a frappé, vous venez de citer Mulroney. Bon, on est au Québec, M. Mulroney. Est-ce que vous citez M. Mulroney aussi dans l'Ouest? Est-ce que c'est une inspiration politique pour vous, M. Mulroney? Je suis un nouveau chef et j'ai beaucoup de respect pour toutes les personnes en politique. Et je parle avec les anciens dirigeants de notre parti, incluant M. Mulroney, particulièrement sur la situation avec nos relations avec les États-Unis. On doit améliorer la situation.
c'est une mauvaise situation avec les tarifs sur le bois d'œufs, les Buy American, l'annulation de Keystone, Ligne 5. Il y a des risques avec nos relations maintenant et on doit améliorer ça. Monsieur O'Toole, vous avez dit « Je suis pro-choix, point final ». Arrêtez de me poser la question, je suis pro-choix. N'empêche, vous voulez laisser aux médecins le choix de refuser de faire pratiquer des avortements. Comment s'assurer que ça ne va pas restreindre l'accès à l'avortement dans certaines régions où il y a peu de médecins? Comme vous le savez, je suis pro-choix et je veux toujours défendre les droits des femmes de choisir pour elles-mêmes. Et l'accès à l'avortement est un service important à travers le pays. Et ça serait mon approche comme Premier ministre, protéger les droits des Canadiens à travers le pays en partenariat avec les provinces, parce que je vais augmenter les transferts en santé avec un montant historique, 60 milliards de dollars pour notre système de santé publique et universel, mais sans condition. J'ai dit ça avec le Premier ministre Legault, c'est une question de respect, mais les services sont primordiaux. On va vous parler de santé dans une seconde, mais juste pour bien comprendre, parce que dans votre course au leadership, vous aviez dit on n'obligera pas un médecin à référer à un autre médecin. Un médecin qui ne veut pas pratiquer un avortement, on ne l'obligera pas à référer à un autre médecin. Là, vous avez changé d'idée. Donc là, vous êtes d'accord qu'on oblige les médecins, s'ils ne veulent pas pratiquer, à référer à un médecin qui veut pratiquer un avortement. J'ai gagné la course à la chefferie comme un candidat pro-choix. Et je vais avoir une approche comme Premier ministre pro-choix. Et l'accès à l'avortement est important. C'est un droit. Et on doit respecter ça. C'est possible d'avoir des accommodations raisonnables pour les médecins ou les infirmières avec les services de l'aide médicale à mourir. Mais l'accès et les référents sont importants dans notre système public. Il y a 40 députés de votre caucus qui sont pro-vie. Vous avez quand même, il faut le souligner, gagné le leadership avec le vote religieux, pour simplifier. Est-ce que vous pourriez nommer un député pro-vie comme ministre de la Santé? On a un chef qui est pro-choix. Et comme j'ai dit, je vais défendre les droits pour les femmes. J'ai fait ça comme un officier dans les Forces armées canadiennes. J'étais là pour les droits de notre pays, pour nos institutions, et je vais avoir une approche comme ça comme Premier ministre. Je suis ici pour protéger nos foyers, nos droits, et pour la prospérité pour tous les Canadiens, tous les Québécois après la pandémie. Et c'est pourquoi j'ai lancé mon plan pour le rétablissement du Canada, mais je vais dire chaque jour, je suis pro-choix et je vais défendre les droits des femmes, les droits de la communauté LGBTQ. J'ai un bilan comme un allié et c'est très important pour tous les Canadiens de comprendre que je suis ici pour vos droits. Merci, Anne-Marie. Monsieur O'Toole, parlons pandémie. La 4e vague s'accélère, risque de s'aggraver selon l'Agence de santé du Canada. Les non-vaccinés prolongent la pandémie. Monsieur Trudeau l'a dit que tout à l'heure, la 4e vague, c'est la vague des non-vaccinés. Vous êtes personnellement vacciné, mais vous êtes d'abord ce soir et dans cette campagne un aspirant au poste de premier ministre. Est-ce que vous n'avez pas l'obligation de présenter à la population une équipe, un gouvernement qui serait exemplaire et qui épouserait la science? Absolument. C'est pourquoi chaque jour, j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois à se faire vacciner. Les vaccins sont efficaces, c'est sécuritaire, c'est très important dans notre lutte contre la COVID-19. C'est pourquoi ma femme et moi, on a enregistré nos vaccinations pour éduquer les Canadiens. Je vais toujours respecter les décisions personnelles sur la santé et c'est possible d'avoir une approche avec les tests de dépistage quotidiens, les masques, les mesures sanitaires pour les personnes non vaccinées. Ma question était pour votre équipe. Est-ce que vous n'avez pas l'obligation d'être exemplaire au nom de la protection de la vie? Parce que vous avez des pro-vie. Je ne sais pas s'il y a un petit paradoxe ici, mais quand on veut être premier ministre, qu'on va avoir une équipe,
Patrice vous posait la question pour un ministre de la Santé à l'avortement. Est-ce que vous pourriez nommer une personne non vaccinée au poste de ministre de la Santé? Qu'est-ce que ça annonce comme politique publique? Tous nos candidats et candidates doivent utiliser les vaccins ou un test de dépistage quotidien. C'est important et j'encourage les vaccinations. Et c'est très important, en pleine d'une pandémie, d'avoir une approche de travailler en collaboration. Malheureusement, nous sommes dans une élection en pleine d'une pandémie à cause de M. Trudeau. Mais on doit travailler ensemble et de respecter les décisions personnelles sur la santé des Canadiens. Même quand on veut être élu et représenter l'ensemble des citoyens, la grande majorité des citoyens au Canada favorise la double vaccination. Est-ce que votre leadership ici n'est pas mis en cause de ne pas exiger de vos candidats cette double vaccination parce que vous demandez la confiance des Canadiens? Absolument. Et c'est pourquoi... Vous ne voulez pas l'obliger. Vous êtes le seul à ne pas l'exiger. C'est très important pour tous les Canadiens de travailler ensemble contre la COVID-19 dans la 4e vague. On doit utiliser les vaccins. Les vaccins sont primordiaux. J'ai demandé un approvisionnement suffisant des vaccins il y a 1 an, mais je vais respecter les décisions personnelles des Canadiens et utiliser les autres outils parce que c'est possible d'utiliser les tests de dépistage rapide, des masques, des mesures sanitaires pour protéger les Canadiens. Tous les médecins à travers le pays de santé publique, plusieurs gouvernements, et particulièrement le gouvernement du Québec que vous dites respecter beaucoup, puis je vais vous citer le ministre de la Santé du Québec qui dit que les non-vaccinés prennent la population vaccinée en otage. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du ministre de la Santé du Québec, M. Dubé? J'ai beaucoup de respect pour lui et son travail dans la pandémie. Mais on doit éduquer les Canadiens et Québécois, pas forcer sur les questions sur leur propre santé. Et je suis un rassembleur comme un chef et je vais toujours encourager, éduquer et parler en partenariat avec nos médecins, nos premiers ministres, dans une lutte contre la pandémie. Vous demandez la confiance des Canadiens, vous êtes aspirant premier ministre. Or, dans votre parti, on l'a dit tout à l'heure, il y a des climato-sceptiques. 54 de vos membres ont voté contre la reconnaissance des changements climatiques. On peut ajouter des vaccino-sceptiques. On me permettra peut-être ce néologisme. On les a vus dans les manifestations des militants conservateurs ces derniers jours exprimer leur rage face aux mesures. Et puis, il y a Cheryl Gallant qui diffuse de la fausse information disant qu'il y aurait confinement climatique. Alors, comment pouvons-nous avoir confiance en une équipe aussi variée dans leur choix? Comme j'ai dit, je suis un nouveau chef et je vais avoir une campagne positive chaque jour. Et c'est pourquoi j'ai lancé notre plateforme. On va avoir un plan pour notre pays après la pandémie et on doit unir notre pays après 6 ans de division avec M. Trudeau. Et tous mes candidats vont avoir la même approche, une campagne positive basée sur notre plan pour les rétablissement. Alors, Cheryl Gallant, vous acceptez qu'elle reste députée, elle l'est depuis, je pense, le début des années 2000. Vous acceptez que malgré des théories complotistes, elle soit élue députée conservatrice et membre de votre équipe. Et vous ne lui demandez pas de renier ses propos. Nous sommes dans une élection en pleine d'une pandémie. C'était une mauvaise décision par le premier ministre. Mais je suis ici comme un chef avec un plan. C'est la même chose avec tous mes candidats et candidates. Un plan pour notre avenir, pas des manifestations ou l'harcèlement. C'était inacceptable de voir ça avec le premier ministre. On doit avoir un débat sur les idées pour notre avenir. Vous ne dénoncez pas, en terminant, je vais terminer sur Cheryl Gallant, vous ne dénoncez pas ces propos? On doit présenter un plan pour les Canadiens après la pandémie. Et j'ai de attendre pour tous les membres de notre parti, moi comme chef et tous nos bénévoles, d'avoir une approche positive sur la campagne. Parlons garderie. Le gouvernement de M. Trudeau a signé des ententes avec 7 provinces, un territoire, 30 milliards pour un réseau universel de garderie. Le Québec attend un chèque de 6 milliards. Si vous êtes élu premier ministre, est-ce que vous déchirez cette entente? Je vais travailler avec le Québec sur la garderie, sur tous les enjeux importants pour le Québec. Avec notre plan,
on va aider toutes les familles québécoises immédiatement. Pas dans 5 ou 6 ans, comme M. Trudeau, immédiatement. Et on a un plan d'aider les familles pauvres, les familles les plus vulnérables, avec un montant de 75 de la coûte de la garderie, tout en respectant le système ici au Québec, parce que ça fonctionne très bien. Et pourquoi ça ne devrait pas fonctionner pour le reste du Canada? Selon le Centre canadien pour les politiques alternatives, un crédit d'impôt, ça arrive à la fin de l'année. Les gens doivent débourser l'argent toutes les semaines. Et là, ce qui arrive, c'est que ça donne l'illusion, votre plan, donc, que ça crée des places en garderie alors que ça n'en crée pas, et que c'est ça l'urgence actuellement, de créer des places en garderie? Avec notre approche, on va avoir plus de places à travers le pays, mais les familles vont prendre les décisions sur leurs circonstances, sur la situation pour chaque famille. Et on va aider toutes les familles immédiatement, pas juste 40 dans 5 ans. Et je vais collaborer avec le Premier ministre Legault sur la garderie, sur nos transferts en santé sans condition et sur tous les enjeux importants pour les Québécois et Québécoises. C'est pourquoi j'ai lancé notre plateforme et aussi j'ai lancé mon contrat avec les Québécois et les Québécoises sur mon engagement, ma vision pour un fédéralisme de partenariat. L'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, estime que 300 000 femmes pourraient se rendre sur le marché du travail si elles avaient accès à des services de garde. Or, pour plusieurs, encore une fois, les crédits d'impôt ne créent pas de place en garderie. Qu'est-ce que vous répondez? On va voir parce qu'avec notre approche, les familles vont avoir plus de flexibilité pour leurs circonstances et pour les heures de travail, télétravail, les décisions pour la famille. Et on doit respecter les familles et donner l'aide immédiatement, particulièrement pour les familles à faible revenu. On va donner un montant de 75 %. Et comme j'ai dit, je vais collaborer avec le Premier ministre Legault parce que j'ai beaucoup de respect pour le système ici. Les provinces demandent donc en transfert en santé un 28 milliards tout de suite, là. Vous, est-ce que vous le donnez, le 28 milliards, tout de suite? Tout de suite, je vais avoir une réunion avec tous les premiers ministres dans mes premiers 100 jours comme Premier ministre. Et j'ai déjà dit que je vais augmenter les transferts en santé par 6 % minimum par année dans une façon stable, prévisible et sans condition. En plus, je vais avoir des investissements pour la santé mentale des Canadiens. C'est le 3e palier de notre plan pour le rétablissement du Canada. C'est un enjeu important pour ma femme Rebecca et moi, la santé mentale de nos jeunes. Et des investissements pour les toxicomanes aussi, parce qu'après la pandémie, on va avoir des défis à travers le pays avec les féminicides ici au Québec, la toxicomanie, la dépression dans nos jeunes. Et c'est pourquoi c'est une priorité pour moi comme Premier ministre. Mais donc, vous ne vous prononcez pas sur le 28 milliards parce que c'est ça que les premiers ministres demandent. Si on avoir une croissance économique, 6 % est un minimum. Et je vais être là comme un partenaire. Mais c'est important aussi de respecter les champs des compétences. Et j'ai dit ça dans ma réunion avec le Premier ministre Legault. Sans condition, un fédéralisme de partenariat sur la situation dans les CHSLD, les défis dans notre système de santé. On doit travailler ensemble. On a vu des attaques pendant la campagne par M. Trudeau contre les autres premiers ministres. Ce n'est pas un fédéralisme de partenariat. On doit travailler ensemble sur le bien-être des Canadiens et des Québécois. Très bien. Les juges de la Cour suprême, M. O'Toole, est-ce qu'ils doivent être bilingues? Est-ce qu'ils doivent parler français et anglais, comme par exemple c'est le cas pour le vérificateur général ou le commissaire à l'éthique? Oui, un engagement pour le français bilingue immédiatement ou un engagement sérieux d'apprendre le français. J'ai appris mon français dans les Forces armées canadiennes, une institution fédérale. C'est important. Donc, les compétences pour nos juges et aussi un engagement. Et on a vu ça avec Mme McLaughlin et quelques autres juges. Et ça serait mon approche. C'est la même chose avec Mme Simon. J'ai beaucoup de respect pour ses expériences. C'est important d'avoir
un gouverneur général autochtone, mais un engagement sérieux de respecter nos 2 langues nationales. Et c'est pourquoi j'ai un contrat avec les Québécois, les Québécoises. Je vais protéger la langue, la culture, l'identité québécoise comme un partenaire à Ottawa. Pour Mme Simon, vous avez vu que ça a fait beaucoup réagir au Canada, dans les communautés francophones, d'un bout à l'autre du pays. Il y a eu beaucoup de plaintes de ça. Est-ce que vous pensez que c'était une erreur? Et on ne met pas en doute ses compétences. Tout le monde sait que c'est une femme remarquable. J'ai beaucoup de respect pour Mme Simon. Et je sais que c'est possible d'améliorer votre français chaque jour. Je travaille chaque jour sur mon français. C'est important pour moi. Et je vais travailler avec Mme Simon. Et c'est très important d'avoir des dirigeants autochtones à ce temps-là. Parce que la réconciliation est importante pour tous les Canadiens, toutes les Canadiennes. Monsieur O'Toole, juste une petite précision, parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris votre réponse. Sur le 28 milliards, vous ne vous engagez pas à envoyer un chèque de 28 milliards aux provinces en santé sans condition. On a compris le 6 d'augmentation, ça c'est acquis, mais pour monter le transfert d'un coup, vous dites, je vais négocier, mais ça ne sera peut-être pas 28 milliards, ça va être peut-être beaucoup moins. Là. On doit négocier comme les partenaires dans notre pays, mais les provinces méritent une approche prévisible parce qu'après la pandémie, on doit améliorer notre système, les CHSLD, le système en général. Les manifestations, M. O'Toole, vous les avez vues vendredi, entre autres, ça a empêché M. Trudeau de faire son événement, vous avez dénoncé ça. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là qui sont en colère? Et Anne-Marie faisait référence à ça. Il y a dans votre parti des gens aussi, sans qu'ils soient totalement en colère, qui sont archi contre la vaccination obligatoire. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là pour apaiser le débat un peu? On a une démocratie forte et on doit avoir des débats respectueux pendant une campagne. Je n'ai pas le temps pour l'harcèlement et les actes comme j'ai vu. Et c'est pourquoi je vais dénoncer les manifestations comme ça. C'est totalement inacceptable et c'est pourquoi j'ai une approche positive et j'ai une attente pour tous mes bénévoles d'avoir la même approche. Après la pandémie, on doit travailler ensemble comme un pays, tous les partis, tous les niveaux de gouvernement, sur les défis devant nous. Si vous voyez les cas d'hospitalisation, malheureusement, puis il y a certaines prévisions pas très drôles, malheureusement augmenter au pays, est-ce que vous excluez à vie, toujours, de rendre obligatoire la vaccination pour les employés fédéraux? Comme j'ai dit, j'encourage les vaccinations, oui. Mais je vais respecter les décisions des Canadiens sur leur propre santé. Et comme j'ai dit, on doit éduquer, pas forcer. Et j'ai la même position que les syndicats et les dirigeants dans les fonctionnaires. Et M. Trudeau a eu une approche de mélanger les gens sur un sujet très important comme les vaccins. Je suis fier de notre niveau de vaccination parce que les Canadiens ont travaillé très fort contre la COVID-19 et on doit continuer d'avoir une approche comme ça. Monsieur O'Toole, je vais vous parler d'aide médicale à mourir. Vous avez voté contre le projet de loi qui voulait être conforme à une décision de la Cour supérieure du Québec et qui faisait suite aussi à un jugement de la Cour suprême. Pour vous, l'aide médicale à mourir, j'ai trouvé de vos citations. Je vous cite, c'est l'équivalent d'un régime étatique de suicide. Alors, si vous êtes élu, est-ce que vous allez revenir en arrière? Est-ce que vous allez restreindre l'aide médicale à mourir? Non, c'est un droit pour les Canadiens et Canadiennes. J'ai des inquiétudes en ce qui concerne la santé mentale et les plus vulnérables. J'ai travaillé comme une bénévole, comme un ancien combattant avec les vétérans, avec les blessures mentales. Et on doit avoir une approche sérieuse sur la santé mentale, mais l'aide médicale à mourir est un droit pour les Canadiens et on doit travailler avec les groupes, les handicapés, les médecins, de trouver un équilibre
pour les services avec la santé mentale. Est-ce que des projets du gouvernement Trudeau très récents, là, que vous aboliriez en prenant le pouvoir? Comme les armes d'assaut, par exemple. On va travailler avec les médecins parce que, comme j'ai dit, c'est un droit. L'accès est un droit, mais avec une augmentation pour les Canadiens avec les conditions mentales, on doit avoir une approche spécifique parce que c'est une décision primordiale. Une dernière question, M. O'Toole. Pourquoi vous êtes prêt à payer 40 des coûts de construction du fameux troisième lien là, entre Québec et Lévis? Vous n'avez pas posé de questions, il n'y a pas d'études qui ont été présentées. Ce n'est pas un projet qui fait l'unanimité quand même au Québec. Pourquoi si vite dire oui, on va payer pour? C'est un exemple d'un fédéralisme de partenariat. Les municipalités sont en faveur. C'est une priorité pour le gouvernement de M. Legault. Et c'est important pour les exportateurs, pour les entreprises, pour les familles dans les grandes régions de la capitale. Et je vais être là comme un partenaire avec le même montant de le tramway, un autre projet pour le transport en commun. Et c'est très important de respecter les priorités sur le terrain, pas à Ottawa. On a une approche avec ça, avec M. Trudeau. Ottawa, c'est tout. Des ingérences dans les champs des compétences. Et après 6 ans, les Canadiens, les Québécois sont tannés avec une approche Ottawa, c'est tout le temps. Et c'est pourquoi nous sommes le seul parti là pour le troisième lien. C'est une priorité pour la région. Erin O'Toole, merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice, vous aussi. Bonne suite de campagne. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.